beaucoup, Monsieur le Ministre. La parole est à présent à Madame Hélène Laporte pour le Rassemblement national. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Madame Annie Genevard, ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire. Madame la Ministre, hier, alors que les votes du Rassemblement national ont permis de faire voler en éclats la stratégie d'obstruction stérile de l'extrême gauche, c'est une victoire de l'agriculture française qui a été remportée. Si cette proposition de loi pour lever les entraves à l'exercice du métier d'agriculteur n'est pas parfaite, n'allant pas aussi loin que nous voudrions dans la fin des surtranspositions, elle représente incontestablement un progrès pour nos fermes qui ne peuvent plus longtemps supporter le fardeau normatif plus lourd que partout ailleurs qui leur est imposé. Toutefois, la bataille pour l'égalité des armes en agriculture et pour la prospérité de nos exploitations est encore loin d'être gagnée. L'accord commercial avec le Mercosur, dont on nous assurait hier que l'opposition française allait l'enterrer, pourrait être adopté dans les mois qui viennent, faute pour notre gouvernement de réussir à réunir une minorité de blocage. Alors que la pression de l'Allemagne pour une ratification rapide s'accentue, je rappelle les propos de M. Merz le 7 mai dernier, selon lequel la voix de la France peine à se faire entendre, car lui, il espère une ratification rapide. Pour rappel, si cet accord venait à rentrer en vigueur, ce sont des filières entières qui vont être sacrifiées et dont l'indemnisation a déjà été prévue à Bruxelles pour solde de tout compte. 100 000 tonnes de bœuf au droit de douane réduit de plus de 80%, 180 000 tonnes de volailles, 180 000 tonnes de sucre et 650 000 tonnes d'éthanol totalement exonérées. Qui peut croire encore que de telles clauses peuvent laisser notre agriculture indemne? Promettez-vous à nos agriculteurs que la France fera échouer ce projet d'accord? Ou bien leur admettrez-vous qu'avec Emmanuel Macron, la France, seconde contributeur net au budget de l'Union européenne, est condamnée à l'impuissance politique? De plus, dans un contexte de libre concurrence avec des pays où elle est sans commune mesure avec la nôtre, la question du coût de la main-d'œuvre saisonnière reste brûlante. Pérenniser le dispositif TODE que nous demandions d'ailleurs depuis des années, comme nous l'avons fait dans le dernier budget, est un signal positif qu'il fallait bien sûr envoyer, mais qui ne résout rien dans le problème. Des pistes existent pour renforcer ce dispositif. Allez-vous engager ce chantier pour la compétitivité de nos fermes? Je vous remercie. La parole est à Madame Annie Genevard, ministre de l'Agriculture. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Hélène Laporte. Je ne reviendrai pas sur la proposition de loi, beaucoup de choses ont été dites et le sujet est maintenant bien circonstancié. Sur le Mercosur, avec Monsieur le Premier ministre, avec le Président de la République et l'ensemble du gouvernement, nous n'avons cessé d'exprimer une opposition à ce traité tel que le projet a été signé à Montevideo il y a quelques mois par Ursula von der Leyen. Pourquoi est-ce que ce projet de traité, ce n'est pas encore un traité, ce n'est qu'un projet en l'état actuel, n'est pas bon? Il n'est pas bon pour les 4 filières qui sont concernées. La filière bovine, vous l'avez rappelé, la filière volaille, le sucre et l'éthanol. Il y a donc un problème de volumétrie. Et dans ces accords de libre-échange, j'observe que, 1, l'agriculture est toujours un volet de ces accords de libre-échange et que 2, ce sont très souvent et presque systématiquement les filières d'élevage qui sont considérées. En plus, qui sont concernés. En plus, ce qui pose problème dans ce projet d'accord, c'est qu'il y a des clauses de sauvegarde pour les pays du Mercosur qui peuvent activer individuellement une clause de sauvegarde, par exemple sur l'industrie automobile, mais que l'Union européenne doit être unanime pour demander des clauses de sauvegarde et une clause de sauvegarde générale qui n'est pas donc filière par filière. Donc c'est un projet d'accord qui n'est pas équilibré, il est très déséquilibré. Et je crois que la revendication des clauses miroirs ne suffit pas à l'équilibrer parce que qui dit clause miroir dit contrôle. Or, il faut bien convenir que les contrôles sont impossibles du côté des pays du Mercosur et très difficilement mis en œuvre du côté de l'Union européenne. Donc il y a beaucoup de choses qui ne vont pas dans cet accord. J'étais la semaine dernière en Hongrie, en Autriche, où j'ai recueilli l'avis négatif, l'opposition de ces pays. Je n'arrête pas de rencontrer les ministres de tous les pays de l'Union européenne, encore hier, avec les Irlandais, avec les Grecs, avec les Polonais. Nous étions d'accord pour dire que ce projet d'accord ne convient pas et je continuerai à le combattre tel qu'il a été signé à Montevideo. Madame la ministre. Non, pas de temps, désolée. Avant de lui donner la parole, je voudrais souhaiter la bienvenue à Monsieur Sébastien Martin, élu ce dimanche 25 mai, député de la 5e circonscription de Saône-et-Loire. Bienvenue, chers collègues. Et donc, vous avez la parole pour le groupe Droite républicaine.
Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, ce dimanche, et visiblement ça en gêne quelques-uns, les habitants de la 5e circonscription de Saône-et-Loire m'ont fait confiance à près de 60% pour les représenter à l'Assemblée nationale. Il y aurait beaucoup d'enseignements à tirer de cette partielle, mais je veux vous dire qu'au-delà de cette victoire, je ne peux me satisfaire de résultats contrastés dans la circonscription. D'un côté, une grande partie du territoire où nous avons enclenché la dynamique de la réindustrialisation et où nous l'avons largement emporté face au Rassemblement national. De l'autre, des élus souhaitant rejoindre cette dynamique, mais avec des perspectives fragiles et un score plus fort pour l'extrême droite. Il ne m'appartient pas ici de juger, mais de constater que la réindustrialisation de la France n'est pas qu'un projet économique et de souveraineté. C'est avant tout un projet politique et de cohésion nationale. La réindustrialisation, c'est une opportunité de recréer de la valeur et d'offrir un avenir à ceux qui veulent vivre et travailler là où ils ont choisi d'habiter. Cependant, Monsieur le Premier ministre, il me semble que la volonté de réindustrialisation de votre gouvernement s'essouffle, que tout n'est pas mis en œuvre pour répondre à une mondialisation qui vient frapper nos territoires. Il est urgent de réaffirmer cette ambition, comme cela a été fait ce matin lors de l'Assemblée générale des territoires d'industrie. Aussi, Monsieur le Premier ministre, ma question est simple. Croyez-vous en une réindustrialisation par et pour les territoires? Pensez-vous que notre pays peut combler des fossés qui se creusent en offrant des emplois mieux rémunérés et créateurs de valeur? Et croyez-vous, comme nous sommes nombreux à le croire dans cet hémicycle, que l'industrie, ce n'est pas le passé, mais bien l'avenir d'une France forte, indépendante et porteuse d'espoir pour nos concitoyens? Merci beaucoup, Monsieur le député. La parole est à Monsieur Marc Ferracci, ministre en charge de l'Industrie et de l'Énergie. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés. Monsieur le député Sébastien Martin, permettez-moi également de vous féliciter pour votre élection, dont on doit se réjouir d'autant plus que vous succédez dans cette circonscription à un député du Rassemblement national. Nous sommes évidemment très attachés à ce que la réindustrialisation irrigue nos territoires. La réindustrialisation, vous l'avez dit, c'est un enjeu de prospérité, c'est un enjeu de souveraineté, c'est un enjeu de cohésion territoriale. Et nous étions ce matin, vous y étiez présent, avec mon collègue François Rebsamen à l'Assemblée générale des territoires d'industrie. Ce dispositif, territoire d'industrie, il incarne la volonté de réindustrialisation dans les territoires. C'est un dispositif qui produit des résultats. Nous avons pu observer que entre 2008 et 2020, 150 territoires perdaient des emplois industriels. Et que depuis 2020, 110 territoires, parmi ces 150, regagnent de l'emploi industriel. Et nous sommes donc convaincus qu'investir dans un travail coopératif, qu'investir dans une logique qui soit une logique ascendante, c'est-à-dire partir des besoins du territoire. Territoire d'industrie, ce sont des binômes entre un élu et un industriel qui œuvrent avec le soutien des services de l'État. Nous sommes convaincus que cette logique coopérative, c'est une logique gagnante. Nous sommes également convaincus qu'il faut améliorer ce dispositif, comme il faut d'ailleurs œuvrer au niveau national et européen pour la réindustrialisation. Améliorer le dispositif territoire d'industrie, nous l'avons dit ce matin, ça signifie consolider notamment les soutiens qui sont apportés aux entreprises en matière d'ingénierie. Ça signifie miser sur l'innovation. Parmi les axes de ce territoire, l'innovation dans les territoires et pas simplement dans les métropoles est un élément extrêmement important. Et ça signifie enfin simplifier un certain nombre de dispositifs dans l'accès au foncier. Nous y sommes prêts, nous avons fait des annonces et nous continuerons à travailler avec les acteurs des territoires et avec l'Intercommunalité de France dont vous êtes le président dans les prochaines semaines et dans les prochains mois. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Allez, un peu de silence. La parole est à présent à Monsieur Adrien Clouet pour la France insoumise. Madame la Présidente, y a-t-il encore un macroniste qui ne soit pas lobbyiste du beurre dans ce pays? J'en doute au vu du racket auquel vous soumettez les chauffeurs de taxi. Chauffeurs de taxi auxquels nous adressons, nous les insoumis,
tout notre soutien, toutes nos amitiés depuis cet hémicycle au 8e jour de grève contre une convention pourrie dont nous exigeons la suspension et le retrait. Car cette dernière convention leur vole 300 millions d'euros en baissant les tarifs pour transport de malades. Une perte de 7 500 € par chauffeur ou chauffeuse. Pourtant, 300 millions d'euros, c'est ce que vous avez trouvé à rendre à M. Bolloré fin mars en effaçant son ardoise pour fraude fiscale. C'est ce que vous avez donné au laboratoire pharmaceutique dans le cadre du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour l'année 2025. Mais non, vous voulez essorer les taxis. Travailleuses et travailleurs à plus de 60 heures semaine, payés en dessous du SMIC horaire, qui bossent parfois de l'aube au crépuscule au péril de leur santé ou des accidents de la route, avec des frais d'assurance et des frais de carburant qui, de votre faute, explosent en parallèle. Pris à la gorge, des milliers d'entre elles et d'entre eux vont devoir arrêter leur activité ou empiler les patientes et les patients à l'arrière du véhicule. Vous imaginez un monde où tous vos voisins connaissent vos maladies par cœur. On avait un service public d'aide à la personne, vous en faites des livreurs de colis et préparez le terrain aux plateformes uberisées. Que tout le monde comprenne bien, la Macronie a fermé hôpitaux et maternités de proximité. Donc les gens malades ou les femmes enceintes n'ont d'autre choix que de parcourir de longues distances pour être pris en charge. Donc recourir à des taxis que vous tentez de ruiner aujourd'hui. Vous inventez l'impôt sur les déserts médicaux. Et comme toujours dans une lutte d'intérêt général, il y a une solution d'intérêt général. Salariés, enfin, les chauffeurs VTC. Les salariés rapporteront 1 milliard d'euros dans les caisses de la sécurité sociale, de quoi stabiliser le revenu des taxis, de quoi même les augmenter et rouvrir partout des centres de soins de proximité. Merci beaucoup, monsieur le député. La parole est à monsieur Yannick Neuder, ministre en charge de la Santé. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Clouet, je vous ai trouvé un brin excessif, Monsieur Clouet, sur le sujet des transports. Et je crois qu'on va quand même redire calmement les choses parce que c'est un sujet extrêmement important. Il y a deux choses dans les éléments que vous évoquez. Il y a tout d'abord un sujet vis-à-vis des plateformes, vis-à-vis de l'ubérisation des transports. Et c'est un sujet qui est pris à bras-le-corps par le ministre des Transports, par la ministre de l'Artisanat, par la ministre des Comptes publics. Plus de 3 heures de réunion ce matin pour justement mieux contrôler les plateformes, pour justement mieux lutter contre les maraudes et pour trouver des solutions sur cette situation qui est assez injuste et que nous avons pu prendre l'ampleur encore samedi soir auprès du Premier ministre lors de la concertation avec l'ensemble des fédérations de transport. Et il y aura encore, et le ministre des Transports y reviendra, un sujet de réunion la semaine prochaine. Maintenant, il y a un autre sujet qui est important, c'est celui des transports sanitaires. Vous le savez, je suis le ministre de la Santé, mais de l'accès aux soins. Et dans l'accès aux soins, naturellement, tout le monde reconnaît le rôle fondamental des transports sanitaires, notamment pour l'accès à la dialyse, à la chimiothérapie, aux séances de radiothérapie et particulièrement dans les territoires ruraux qui sont dépourvus de transport. Donc il y a lieu là aussi de pouvoir discuter avec les chauffeurs de taxi, échanger, voir les freins, trouver ensemble des situations. Nous le ferons ce soir avec Amélie de Montchalin, la ministre des Comptes publics. Mais Monsieur Clouet, vous êtes trop raisonnable pour pas savoir que nous ne pouvons pas laisser filer plus de 6 milliards de notre budget de la sécurité sociale sur les transports, un budget qui a augmenté de 45% depuis 2019. Je vous remercie, monsieur le ministre. La parole est à présent à monsieur Damien Gérard pour le groupe écologiste et social. Monsieur le ministre de la Justice, vendredi dernier, à la cour criminelle de Vannes, j'ai assisté au réquisitoire dans le procès de Joël Le Squarnec, accusé de viol et d'agression sexuelle sur 299 personnes, dont une majorité d'enfants. Ce procès est un électrochoc, un révélateur glaçant de l'ampleur des violences sexuelles dans notre pays. Un enfant sur 10 est victime de violences sexuelles en France. 1 sur 10, monsieur le ministre. Cela signifie qu'un enfant est agressé tous les 3 minutes. Ce chiffre est insoutenable. Il devient révoltant quand on apprend que dans cette affaire, malgré une condamnation et de nombreux signaux d'alerte,
le prédateur a pu continuer à exercer. Qu'avez-vous prévu pour que de tels dysfonctionnements ne puissent jamais se reproduire? Dans ce contexte, les récits mensongers véhiculés par l'extrême droite et une partie de la droite voudraient faire croire que les violences sexuelles seraient principalement le fait d'étrangers dans l'espace public. La vérité, dans l'immense majorité des cas, l'agresseur est un proche, un parent, une figure d'autorité familiale, éducative ou médicale. C'est ce système de domination que nous devons questionner, dénoncer. C'est pourquoi la formation à la vie affective et sexuelle à l'école, régulièrement attaquée par ces mêmes forces réactionnaires, est un levier essentiel pour prévenir, éveiller, libérer la parole des enfants, détecter des victimes et sauver les vies. Enfin, j'ai rencontré vendredi des victimes de Joël Le Squarnec. Elles m'ont dit leur solitude, l'absence d'accompagnement psychologique et le silence du ministère malgré leurs sollicitations. Cela n'est pas acceptable. Elles demandent aujourd'hui la création d'une commission interministérielle sur les violences sexuelles pour que la justice soit rendue, que la vérité soit dite, que des mesures concrètes soient mises en œuvre. Monsieur le ministre, la République doit protéger ses enfants, soutenir les victimes et faire enfin sauter le verrou de l'omerta. Allez-vous agir? Merci beaucoup, monsieur le député. La parole est à monsieur Gérald Darmanin, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Merci, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député. Évidemment, je pense que les victimes extrêmement nombreuses des violences faites aux enfants ne méritent pas de polémique et permet à chacune et à chacun de réfléchir sur ce qui ne va pas et comment le changer radicalement. C'est pour cela que depuis mon arrivée à la chancellerie, j'ai apporté mon soutien sous l'autorité de Monsieur le Premier ministre à la fin d'une forme de prescriptibilité qui touche les enfants, et notamment sur cette prescriptibilité glissante. Je regrette d'ailleurs que l'ensemble de l'Assemblée ne l'ait pas adoptée. Je veux dire également que nous avons fait une proposition qui consiste à passer en effet à 30 ans lorsqu'il y a des vols sériels, ce qui est tout à fait le cas de l'affaire Pellico et de l'affaire Le Squarnec. Et là aussi, une partie malheureusement de l'hémicycle ne l'a pas adopté. Et j'espère que le Sénat pourra rétablir le texte tel que proposé par le gouvernement avec le soutien d'Aurore Bergé sur ce qu'attendent les victimes, c'est-à-dire le fait qu'on prenne en considération ces difficultés de reconnaissance des viols sériels et en effet qui touchent les personnes avec lesquelles on a le plus de contact, la famille, le monde éducatif et ceux qui ont un contact direct avec ces enfants. Vous savez que l'une des difficultés que nous avons connues et qui a été changée désormais, c'est l'inscription FIJES systématique des délinquants sexuels. Ce n'était pas le cas dans l'affaire de M. Le Squarnec que dans un tout premier temps. Et dans un second temps, le ministre de la Santé va recevoir l'intégralité des victimes pour justement, avec le Conseil de l'Ordre, il s'agit de ce sujet qui ne concerne pas le ministère de la Justice, stricto sensus, on puisse interdire, puisque c'est le Conseil de l'Ordre, c'est le monde médical, interdire des personnes qui sont inscrites dans ce fichier des délinquants sexuels, y compris lorsqu'ils sont mis en examen, c'est-à-dire lorsqu'il y a des indices graves et concordants et pas pour l'instant de condamnation, qui ne puissent pas accéder à leur profession pour éviter effectivement qu'ils puissent recommettre des méfaits. Je remercie Monsieur le ministre de la Santé. Quant au travail qu'on doit faire autour des victimes, il est immense. Les victimes que sont les enfants, les victimes en général. Le procès Le Squarnec, comme d'autres procès récents, nous montre tout le travail qu'il y a encore à faire au ministère de la Justice et dans tous les autres ministères. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. La parole est à présent à Monsieur le Président Éric Ciotti pour le groupe UDR. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Ce week-end, le département des Alpes-Maritimes et le département du Var ont été frappés par des actes de sabotage qui ont touché des infrastructures électriques stratégiques. Un pylône supportant une ligne haute tension a été scié sur sa base. 2 transformateurs ont été incendiés. Ces actes auraient pu mettre en péril des vies. Ils ont frappé des institutions, ils ont arrêté les transports ferroviaires, ils ont arrêté tous les réseaux de télécommunications pendant plusieurs heures, ils ont mis en péril des personnes sous assistance respiratoire. Ces faits sont graves, ces faits ce sont des actes de terrorisme. J'ose le mot, certains n'ont pas osé, nous sommes face à une nouvelle forme de terrorisme qui veut déstabiliser les institutions de la République. Ces actes ont été revendiqués par un groupuscule d'extrême gauche, d'ultra-gauche, une fois de plus, après toutes les exactions que nous avons connues
à Sivens, que nous connaissons dans la plupart des manifestations, que nous avons connues sur les manifestations de l'A69, comme nous avons connu aussi à Notre-Dame-des-Landes. Alors, Monsieur le Premier ministre, face à ces violences, à ces nouvelles formes de violence, quelles réponses entendez-vous apporter? Quelles mesures entendez-vous adopter, d'abord pour combattre ces groupuscules d'extrême gauche et pour faire en sorte que notre République soit mieux armée contre ces nouvelles formes de menaces extrêmement préoccupantes? Je vous remercie, Monsieur le Président. La parole est à Monsieur le Premier ministre. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le Président Éric Ciotti. Les faits que vous rapportez sont exacts et extrêmement graves. Une attaque a été conduite contre notre réseau électrique dans le département des Alpes-Maritimes. Je l'ai suivi heure par heure avec Philippe Tabarot, le ministre des Transports. Et cette attaque, elle a menacé en effet le Festival de Cannes, mais plus largement que cela, elle a causé des troubles qui auraient pu être très graves sur la circulation dans les tunnels, sur l'accès des urgences, sur des accidents. Tout ce que vous avez décrit est parfaitement exact. Il est vrai qu'il y a eu sur ces 2 ou 3 actes, c'est-à-dire un pylône de haute tension scié à la base et l'incendie de 2 postes électriques, il y a eu des revendications et ces revendications sont ce que vous avez dit. Je partage avec vous le fait que c'est une mise en cause de l'ordre public extrêmement grave destinée à impressionner, terrifier ceux qui organisent de tels événements. C'est d'autant plus important qu'il y aura d'ici 2 semaines un sommet mondial, vous le savez, organisé dans la région et organisé autour du président de la République sur l'avenir des océans. Et ceci est très important. Qu'est-ce que nous allons faire? Étendre la surveillance à tous les lieux critiques en sachant à quel point la situation est risquée en raison de la multiplication et de la connaissance que ces groupuscules ont visiblement de l'organisation du réseau. C'est un travail de surveillance, c'est un travail de renseignement et c'est un travail de sécurisation. Je n'ai aucun doute que le préfet va, avec l'ensemble des services de sécurité nationale, travailler à ce sujet en sachant que le risque zéro n'existe pas. Et je ne veux pas prétendre devant vous que le risque serait annihilé. Le risque est présent, il est de notre devoir de le prévenir. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre. La parole est à présent à Monsieur Hervé Saulignac pour le groupe socialiste. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Premier ministre, un peu à la surprise générale, vous vous êtes saisi du conflit qui oppose les taxis à l'assurance maladie et vous avez déclaré que vous étiez prêt à retravailler la convention. Cette annonce est vue comme une ouverture qu'il ne faut pas décevoir. Ne pas décevoir les taxis et surtout ne pas décevoir les 6 millions de Français qui y ont recours chaque année. 35% d'entre eux ont besoin de soins pour un cancer ou pour une insuffisance rénale. Leurs conditions de transport ne sont pas secondaires, elles sont vitales. Alors, Monsieur le Premier ministre, laissez-nous les taxis. Parce que, voyez-vous, chez moi en Ardèche, par exemple, vous avez fermé la maternité et il faut aller dans la Drôme pour accoucher. L'IRM est toujours à 70 km de la maison. Les médecins spécialisés sont partis à la retraite sans être remplacés. Transporter un malade pour une chimio à Lyon, c'est plus de 300 km aller-retour et 4 heures de trajet. Ajoutez-y 4 heures d'attente et c'est toute une journée pour un seul malade. Puisque vous avez décidé qu'il fallait aller très loin pour se soigner, laissez-nous au moins les taxis pour nous y rendre. C'est vrai en Ardèche, mais c'est vrai aussi, Monsieur le Premier ministre, dans le Béarn et dans toutes les régions de France. Votre idée de forfait unique de prise en charge n'a aucun sens en zone rurale. Elle nivellera par le bas et conduira à des dépôts de bilan et à des déserts de transport. Et d'ailleurs, si les véhicules sanitaires légers ont disparu de certains territoires, c'est bien parce qu'on leur a imposé des niveaux de tarification trop bas. Les mêmes causes auront les mêmes effets sur les taxis sanitaires. Au lieu de vouloir regrouper les malades à l'arrière des voitures, de vouloir des tarifs homogènes mais injustes,
Travaillez plutôt avec la profession qui est disposée à rechercher des pistes d'économie et surtout, prenez des engagements dans la durée. Refusez par exemple que la CNAM puisse baisser les tarifs à tout moment de manière unilatérale. Monsieur le Premier ministre, des économies, oui, mais pas sur le dos des malades, pas au détriment des territoires qui se sentent déjà punis. Monsieur le Premier ministre, laissez-nous les taxis sanitaires. Merci. Merci beaucoup, monsieur le député. La parole est à monsieur Yannick Neuder, ministre chargé de la Santé et de l'accès aux soins. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Solignac. Vous le savez, j'étais d'ailleurs avec vous il y a quelques jours, quelques semaines en Ardèche pour justement bien apprécier la double difficulté des déserts médicaux et naturellement parfois de la défaut de transport en commun, particulièrement le train en Ardèche ou autre. Donc naturellement que c'est tout le travail que nous allons faire dès 18 h ce soir suite à la première réunion qu'il y a eu lieu samedi pendant plus de 3 heures au ministère des Transports en présence du Premier ministre, en présence de la ministre des Comptes publics, le ministre des Transports pour justement avoir une appréciation globale. Depuis 25 ans, monsieur le député, je signe moi-même des bons de transport, donc je connais bien l'importance dans l'accès aux soins de la nécessité d'avoir un transport. J'ai évoqué un certain nombre d'accès aux soins de plateaux techniques et par ailleurs j'ai été aussi pendant 25 ans maire et élu local et je connais sur ma circonscription rurale les mêmes difficultés. Donc justement, rencontrons l'ensemble des fédérations, trouvons les freins, simplifions, agissons aussi en toute transparence parce que vous le savez qu'il y a beaucoup de fraude aussi sur ces sujets et je compte justement sur l'ensemble de la profession pour que nous puissions avancer ensemble en toute responsabilité. Merci beaucoup, monsieur le ministre. La parole est à présent à monsieur David Amiel pour le groupe EPR. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse au ministre chargé de la Santé et de l'accès aux soins. Monsieur le ministre, si rien n'est fait, le déficit de l'assurance maladie doublera pour atteindre 22 milliards d'euros. Ces chiffres ne sont pas les miens, ce sont ceux de la Cour des comptes. Ils ont été publiés lundi. Ils appelleront bien sûr une réforme d'urgence, d'ampleur, de modernisation de notre système de santé. Mais il nous oblige aussi à ne pas détricoter ce qui a été lancé. Et je veux le dire clairement, il est très rare de trouver une piste d'économie qui ait été autant documentée, justifiée, concertée que la réforme des transports sanitaires. Il y a urgence à agir. Les dépenses de taxi en matière de transport sanitaire atteignent plus de 3 milliards d'euros et ont augmenté de plus de 7% par rapport à 2023. Cette dérive financière peut être jugulée sans atteindre en rien l'accès aux soins. Ni les facturations des transports à vide, ni les disparités territoriales invraisemblables, ni les fraudes importantes ne peuvent être comprises de nos concitoyens. Monsieur le ministre, nous ne pouvons pas demander des efforts à l'ensemble des Français si nous ne sommes pas capables de répondre à des dysfonctionnements aussi évidents de notre système. Alors bien sûr, il n'y a pas d'économie facile. Et bien sûr, le dialogue doit toujours être maintenu comme il l'a été depuis plus d'1 an par l'assurance maladie. Mais nous ne serons jamais du côté de ceux qui appellent aux économies dans les discours et reculent devant les actes. Le Premier ministre a tenu bon ce matin concernant l'entrée en vigueur de la nouvelle convention le 1er octobre. Aussi, Monsieur le ministre, pouvez-vous nous confirmer qu'aucune piste qui sera discutée ne conduirait pas à tenir à l'euro près les économies prévues? Et pouvez-vous nous dire quelle méthode le gouvernement entend suivre sur les autres chantiers relatifs à la soutenabilité et à la défense de notre assurance maladie? Merci beaucoup, monsieur le député. La parole est à monsieur Yannick Neuder, ministre en charge de la Santé et de l'accès aux soins. Merci Madame la Présidente, Madame et Messieurs les députés, Monsieur le député Amiel. Votre question nous permet effectivement de replacer la question des transports sanitaires et des taxis. Vous avez réévoqué les chiffres, on parle de plus de 6,3 milliards et de 3 milliards concernant les taxis. Cependant, il ne faut pas oublier les patients qui entendent tous ces chiffres mais qui ont un vrai souci de pouvoir être transportés pour accès aux soins. Et d'un autre côté, le Premier ministre a rappelé le cap avec une application d'une convention dès le 1er octobre. Donc la méthode est assez simple. Nous allons concerter tout à l'heure l'ensemble
l'ensemble des fédérations. Nous sommes avec Catherine Vautrin complètement mobilisés suite au rapport de la Cour des comptes sur les comptes sociaux et nous sommes déjà en train de travailler sur le PLFSS 2026 et naturellement il va falloir trouver une situation qui permette de simplifier, qui tienne en compte les différenciations territoriales et je crois que maintenant il est temps, et ça sera un des objets de la concertation, c'est que nous puissions délocaliser dans chaque département, autour des préfectures et surtout des caisses primaires d'assurance maladie, l'ensemble des simulations qui seront faites pour chacun des taxis, puisqu'il y a effectivement des choses qui vont être simplifiées, qui vont être rendues homogènes, qui vont être rendues aussi plus transparents et qui vont permettre aussi à chaque taxi de pouvoir se projeter en fonction des nouveaux critères qui seront appliqués conformément à la volonté du Premier ministre le 1er octobre. Je vous remercie, Monsieur le Ministre. La parole est à présent à Monsieur Hervé de Lépinau pour le Rassemblement national. Monsieur le Premier ministre, en marge du sommet de Choose France et sous les ors du Roi Soleil, le président de la République annonçait en grande pompe 40 milliards d'euros d'investissements étrangers en France, sans trop s'avancer sur le contenu de ces engagements. Dans le même temps, nous rendions avec mon collègue François Jolivet du groupe Horizon un rapport bien plus modeste mais lucide sur le contrôle des investissements étrangers en France. Car derrière les effets d'annonce se cache une réalité bien plus sombre qui se traduit par une faiblesse structurelle du financement de nos entreprises, attirant les prédateurs américains, indiens ou chinois. Après le passage sous pavillon étranger de Technip, Alstom ou Arcelor, la France est progressivement dotée d'un arsenal juridique destiné à prévenir, tant que faire se peut, cette prédation, notamment grâce au décret Montebourg. Pourtant, l'équarrissage de notre tissu industriel demeure, à l'exemple de LMB Aerospace, Photonis, Sego et Atos, tous victimes de l'absence d'un fonds de financement souverain destiné à renforcer la trésorerie de nos entreprises et protéger ainsi nos actifs stratégiques. Le mécanisme de contrôle des investissements étrangers en France, bien que renforcé ces dernières années, n'est pas suffisant. Moyens humains trop faibles, contournement fréquent du système via des prises de participation en bas de bilan ou encore lettres d'engagement non respectées. Quant au contrôle parlementaire symbolique prévu par la loi Pacte, il est tout simplement inopérant. Enfin, ce manque de contrôle constitue un véritable frein à la réindustrialisation de la France, comme l'a soulevé la commission d'enquête de mon excellent collègue Alexandre Loubet, laquelle exige une politique économique robuste et résiliente. Monsieur le Premier ministre, pouvez-vous nous préciser la nature exacte des 40 milliards d'euros d'IEF récemment annoncés? De plus, votre gouvernement est-il prêt à soutenir une proposition de loi transpartisane visant à instaurer enfin un véritable contrôle parlementaire de ces investissements par la création d'une délégation parlementaire à la sécurité économique? Je vous remercie. La parole est à Monsieur Marc Ferracci, ministre de l'Énergie et de l'Industrie. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député, vous l'avez dit, le mécanisme de contrôle des investissements étrangers en France est un élément essentiel au maintien de notre souveraineté industrielle. Ce mécanisme a connu une profonde rénovation depuis 2014, avec une extension de son champ d'application, avec un approfondissement du pouvoir de sanction et avec une augmentation des moyens et des effectifs destinés à faire appliquer le contrôle. Tout cela se traduit par une montée en puissance des opérations qui font l'objet du contrôle IEF. Il y avait 100 opérations par an en 2014, il y en a 400 en 2024 et ces opérations de contrôle donnent lieu, dans une part significative des cas, 44% exactement, à des mesures de contrôle, à des mesures de restriction et à des conditions. Ces conditions, elles peuvent porter sur la continuité des opérations stratégiques, elles peuvent porter sur le maintien de l'emploi et des savoir-faire dans les territoires, elles peuvent porter également sur la protection des données sensibles. C'est dire que nous sommes extrêmement vigilants, et les chiffres, je pense, en témoignent, à ce que notre souveraineté industrielle ne soit pas remise en question par des investissements et par des prises de participation étrangères. Mais je dois vous dire également, monsieur le député, que dans
dans ce souci, nous devons également prendre en compte le maintien de l'attractivité de la France. Vous avez fait référence aux 40 milliards d'euros d'investissement. Alors, ce ne sont pas des investissements IEF, mais des investissements directs à l'étranger. Dans le cadre de Choose France, nous avons besoin de maintenir cette attractivité. Elle est génératrice d'emplois dans nos territoires. Choose France, c'est 180 000 emplois depuis le début de ces événements. Et nous avons donc besoin de trouver un équilibre entre le maintien de la souveraineté et le maintien de l'attractivité. Ça signifie appliquer la procédure IEF avec un souci de proportionnalité. Ça signifie également réduire les délais d'instruction réglementaire afin que des opérations ne soient pas entravées par des délais trop longs. Voilà, je souhaitais vous dire que la ligne du gouvernement reste claire, c'est de conserver deux jambes, la souveraineté et l'attractivité. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Monsieur le député? Non, il n'y a plus de temps. J'ai pas de réponse, voilà. Alors, la parole est à présent à Monsieur Jean-Michel Bras pour le groupe Horizon. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Madame la Ministre de la Transition écologique en sa qualité de ministre de la Mer et de la Pêche. Madame la Ministre, en cette année dédiée à la mer se tiendra à Nice début juin la troisième conférence des Nations Unies sur l'océan. C'est l'occasion de mettre en lumière la filière de la pêche côtière artisanale française. En effet, cette activité est un pilier pour nos territoires littoraux. Elle contribue à notre souveraineté alimentaire et représente un savoir-faire précieux. Pourtant, les acteurs de cette filière sont inquiets. Ils sont confrontés à de multiples difficultés. Ils appréhendent la perspective d'une interdiction totale du chalutage dans les aires marines protégées, les zones de protection forte et la bande côtière des 3000 nautiques. Décidées sans concertation, ces mesures créeraient une distorsion de concurrence au profit des produits importés. C'est tout simplement inacceptable. Les normes sociales et environnementales de ces produits importés sont moins moindres que celles qui pèsent sur les produits issus de notre pêche côtière française. Il n'est pas question de remettre en cause les impératifs de protection de la biodiversité et de nos ressources halieutiques. Au contraire, il s'agit de mettre en œuvre une protection efficace. Cela doit se faire avec ceux qui vivent de la mer. Dans quelques jours, tous les regards seront tournés vers la France. Madame la Ministre, pouvez-vous rassurer nos pêcheurs côtiers et leurs familles, nos mareyeurs, nos criers? Pouvez-vous prendre l'engagement de trouver un équilibre entre la protection des ressources et la viabilité économique d'une filière tout entière? Pouvez-vous vous engager à prendre en compte le travail de concertation qui est mené avec les acteurs concernés, à terre comme en mer? Car des mesures arbitraires, déconnectées des réalités du terrain, n'auraient d'autres conséquences que l'effacement d'une filière tout entière. Celle-ci participe à une souveraineté alimentaire durable et au dynamisme de nos territoires, avec ses nombreux emplois non délocalisables. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le député. La parole est à Madame Agnès Pannier-Runacher, ministre en charge de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Brard. Merci de me donner l'occasion d'exprimer mon soutien à nos pêcheurs 2 semaines avant le début de la 3e conférence internationale pour les océans à Nice. Car oui, pour travailler avec eux quotidiennement, j'entends leurs craintes et oui, je peux vous dire qu'aucune décision ne sera prise sans concertation. Je veux ici les rassurer. Comme ministre de la Pêche et ministre de la Biodiversité, mon ambition est claire. Défendre une pêche durable, défendre le travail de nos pêcheurs, défendre notre souveraineté alimentaire. C'est ce que je fais depuis plusieurs mois d'arrache-pied. Ce que j'ai fait au niveau européen en obtenant que nos pêcheurs aient un accès acquis aux eaux britanniques dans les conditions actuelles jusqu'en 2038. Vous le saviez, ce droit n'était menacé, il a été sécurisé. C'est de la stabilité, de la visibilité pour nos pêcheurs. Ce que j'ai fait face à la fermeture de la pêche dans le golfe de Gascogne en obtenant de la Commission européenne de sécuriser un soutien aux pêcheurs, 20 millions d'euros qui sont aujourd'hui déployés avec 2 mois d'avance par rapport au programme et en travaillant à convaincre la Commission européenne que nous devons réouvrir cette pêche en travaillant sur la combinaison de la défense des cétacés et de leur activité qui les fait vivre. Je souhaite aussi vous dire que la conférence des Nations Unies sera l'occasion de porter une voix forte pour lutter contre la pêche illégale. Une pêche massive, structurée, portée parfois par des États qui détournent les yeux et qui fait beaucoup de mal à nos pêcheurs. Je pense notamment à nos pêcheurs guyanais. Sachons que cette pêche illégale, c'est 10 fois
10 fois la totalité de toute la pêche française. Là est le véritable ennemi. Enfin, s'agissant des aires marines protégées, nous tiendrons les engagements qu'avait pris le président de la République en matière de renforcement de la biodiversité. C'est bon pour la ressource halieutique et les pêcheurs, mais je peux vous assurer que nous le faisons en concertation avec les scientifiques, les pêcheurs et les associations environnementales. Ils savent qu'ils peuvent compter sur moi. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Monsieur le député. Oui, juste confirmer que nos familles de marins pêcheurs comptent sur vous et comptent sur nous tous pour la consommation française du poisson français. Merci. Je vous remercie. La séance des questions au gouvernement est terminée. La séance est suspendue. Elle reprendra à 16h30.